Madame, Monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver. Au programme de cette édition, la guerre de l'information et des réseaux sociaux entre l'Union européenne et les États-Unis. Tandis que les bureaux parisiens de X ont été perquisitionnés, le Congrès américain dénonce l'ingérence de Bruxelles dans les élections en Europe. Sur le front oriental, Donald Trump a cédé à 9 pays arabes. Il a accepté des pourparlers avec l'Iran après avoir fait mine de se retirer. Face à Téhéran, la ligne américaine semble bien incertaine. Et puis nous reviendrons sur les rumeurs d'un remaniement ministériel en France. Quelques ministres pourraient effectivement partir sur fond d'élections municipales, mais aussi présidentielles. Entre Washington et Bruxelles, rien ne va plus. Les eurocrates, Emmanuel Macron en tête, n'en peuvent plus de la liberté d'expression au point de perquisitionner les bureaux du réseau social X à Paris. En réponse, le Congrès américain vient de publier un rapport explosif qui dénonce les ingérences de l'Union européenne dans les processus électoraux européens. Explication de Nicolas de Lamberterie. Le Congrès américain dénonce en des termes très durs la tendance autoritaire de l'Union européenne à vouloir censurer les réseaux sociaux et la liberté d'expression. Dans un rapport explosif produit par une commission d'enquête, on dénonce l'ingérence électorale de Bruxelles dans plusieurs élections nationales en Europe, France incluse. Et cette ingérence finit par être gênante pour les républicains américains. Les analystes décrivent en effet une conséquence perverse et mondiale de la censure des réseaux sociaux au sein de l'Union européenne. Faute de pouvoir ou de vouloir adapter leurs normes par zone géographique, les réseaux sociaux tendent à se conformer aux standards très restrictifs de l'Union européenne et à les appliquer au monde entier. Pour rappel, avec la réglementation européenne DSA, des amendes gigantesques peuvent être infligées aux réseaux sociaux s'ils ne respectent pas toute une série de valeurs, ce qui veut dire qu'ils ne pratiquent pas une censure extensive des discours contestataires, contraires à la doxa libérale, ce qui a donc pour conséquence logique de répandre dans le monde entier les normes de censure européennes. Et selon David Techer, spécialiste des États-Unis, c'est ce qui agace particulièrement les Américains, très attachés à une liberté d'expression radicale défendue par le premier amendement de leur Constitution. Mais pour comprendre, il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, le premier amendement est crucial parce qu'il garantit la liberté d'expression. Et les Américains ne supportent pas qu'on touche à leurs affaires, qu'une puissance étrangère impose sa loi sur un média américain. Et si on se met du point de vue américain, donc l'Union européenne, ce sont des alliés qui osent montrer un signe de rébellion envers le protecteur américain. Il faut donc les remettre à sa place. Et le rapport du Congrès ne se contente pas, selon David Techer, d'affirmations, mais est le fruit d'une enquête approfondie qui apporte la preuve que Bruxelles s'affaire depuis au moins 2015 à censurer de plus en plus radicalement les réseaux sociaux. En clair, même si le rapport est partisan, ce n'est pas pour autant qu'il ne s'appuie pas sur des éléments tangibles. Dans ce rapport, on trouve vraiment des preuves de la censure de l'Union européenne, avec des échanges de mails de la part de hauts fonctionnaires européens ou de membres de la Commission. Cette commission, il faut savoir qu'elle a obtenu des documents internes de la part de ces plateformes sociales. L'Union européenne n'est donc pas neutre. Elle intervient politiquement sous couvert de lutte contre la désinformation ou les ingérences russes. Traduction. Les Américains disent « Ceux qui parlent d'ingérence sont eux-mêmes des manipulateurs », donc en parlant de la Commission européenne, ou de l'Union européenne plus globalement. Cette ingérence consistait à modérer, censurer certains contenus sur des réseaux sociaux et à favoriser certains candidats. Alors faut pas oublier qu'en février 2025, le vice-président J.D. Vance avait déjà, à la conférence sur la sécurité à Munich, accusé les Européens d'attaquer la démocratie et la liberté d'expression en Roumanie. Et il se pourrait bien que la guerre des réseaux sociaux entre Bruxelles et Washington ne fasse que commencer, puisque ce mardi 3 février, les bureaux parisiens de X, anciennement Twitter, rachetés par Elon Musk, ont été perquisitionnés. C'est d'ailleurs le même jour que le Congrès a publié son rapport. Alors, quels sont les objectifs des Américains et des Républicains en sortant ce rapport ?
clairement affaiblir la Commission européenne, lui rappeler qu'elle ne peut pas imposer ses normes à des entreprises américaines, que ce soit Meta, que ce soit Google, que ce soit X ou d'autres. Alors, pourquoi ça sort maintenant ? Alors, c'est vrai qu'avec la pression qu'on vient de voir là sur le réseau social X d'Elon Musk exercée par les gouvernements français notamment et la Commission européenne, on a ce rapport de la commission judiciaire là, du Parlement américain qui sort curieusement à pic. Clairement, il faut y voir un lien, ce n'est pas innocent. Il convient malgré tout de garder à l'esprit que la dénonciation par les États-Unis d'une ingérence étrangère, en l'occurrence européenne, dans ses affaires intérieures et dans la liberté d'expression, a quelque chose de cocasse au vu des antécédents américains en la matière. Même si le pouvoir américain a changé de bord entre-temps, il convient de rappeler que la censure des réseaux sociaux a au moins tout autant eu lieu sous pression des exécutifs américains, en particulier lorsqu'ils étaient démocrates. Par ailleurs, ce sont aussi des intérêts économiques bien compris, les réseaux sociaux étant tous américains à l'exception de TikTok, qui sont susceptibles de motiver les révélations de la commission du Congrès. Il ne faut pas oublier l'extraterritorialité du droit américain, et notamment du Department of Justice, qui inflige régulièrement des amendes aux entreprises stratégiques européennes et aux banques pour ne pas avoir respecté, soi-disant, les normes américaines. Donc, de la part des Américains, c'est une blague, puisque eux font aussi de l'ingérence politique et surtout économique. C'est de la menue monnaie, en fait, ce rapport-là. Surtout avoir la guerre économique que livrent les États-Unis à l'Europe, il faut remettre les choses dans leur contexte, via le Department of Justice, le Securities and Exchange Commission, mais aussi via le procureur de New York ou le fisc américain, où, grâce à ces 4 organisations, ils imposent leurs normes, leurs lois, s'approprient et volent des marchés aux entreprises françaises à l'export, mais rachètent aussi nos entreprises stratégiques. Entre 2009 et 2014, les USA ont fait payer 16 milliards de dollars d'amende aux banques européennes et on peut estimer entre 20 à 25 milliards de dollars d'amendes payées par les entreprises européennes aux États-Unis sous divers prétextes, justifiés ou non. En tout état de cause, en dépit d'une actualité internationale particulièrement chargée, les révélations du Congrès ne sont pas passées inaperçues en Europe. Outre un certain nombre de médias et d'influenceurs, c'est plus particulièrement en Roumanie que le document du Congrès a eu le plus d'impact, et étant donné que le cas roumain a été le cas le plus flagrant et éclatant d'ingérence électorale, sous prétexte de questions relatives aux réseaux sociaux. Les partis d'opposition nationalistes roumains ont réclamé de nouveau l'annulation des processus électoraux de 2024 et 2025, et même s'ils ont peu de chances d'être entendus, tout ceci contribue à une ambiance de plus en plus tendue et défiante dans les sociétés européennes, entre d'une part élite aux tendances de plus en plus autoritaires et d'autre part population dont la méfiance s'accroît à mesure de leur paupérisation brutale. Après des craintes d'un retrait américain, Téhéran a confirmé la tenue des négociations avec Washington demain vendredi à Oman. Que s'est-il passé ? Trump voudra-t-il et pourra-t-il vraiment négocier avec les mollahs ? Réponse tout de suite avec Édouard Chano. Confusion diplomatique. L'incertitude régnait encore le 4 février au soir sur le dossier iranien. La participation américaine à des discussions de sortie de crise n'était pas garantie. Finalement, les négociations entre Washington et Téhéran auront bien lieu demain 6 février à Oman. Toutefois, et non à Istanbul. L'Iran a en effet confirmé ce 5 février au matin la rencontre, mais pas encore la Maison-Blanche. Les dessous des tractations ont toutefois fuité, selon le média d'investigation Axios, citant 2 responsables américains. Plusieurs dirigeants du Moyen-Orient ont fait pression auprès de l'administration Trump pour qu'elle renonce à ses menaces de retrait. Au moins 9 pays ont exhorté les États-Unis à ne pas annuler la réunion et à écouter ce que les Iraniens ont à dire. Ces derniers avaient déclaré le 4 février vouloir déplacer les pourparlers à Oman et les tenir dans un format bilatéral afin de les concentrer uniquement sur les questions nucléaires. Donald Trump, de son côté, veut élargir ses pourparlers au programme de missiles balistiques qui, rappelons-le, a percé en juin dernier le dôme de fer israélien, mais aussi au soutien apporté aux milices dans la région et au traitement de la population iranienne.
Les diplomates américains ont ainsi fait mine de se retirer avant de se raviser. Toujours selon la même source, l'administration américaine a donc accepté la rencontre par respect pour ses alliés, mais visiblement à contre-cœur. Une nouvelle ambiguïté donc qui reflète un manque de ligne claire, après avoir notamment poussé les Iraniens à la révolte, assurant qu'une aide américaine arriverait. Des postures que dénonce l'avocat franco-iranien Baki Manesh, représentant des Français d'Iran. J'essaye de regarder ça de manière objective. C'est très difficile parce que ce qu'on vient de vivre tous, c'est quelque chose d'extrêmement dur. Mais bon, ce que fait Trump, c'est vraiment du n'importe quoi. Il n'a pas une position claire. Après, il va nous faire croire que c'est sa fameuse manière de négocier. Si vous voulez, nous sommes tous plus ou moins des professionnels. Moi, je participe à des deals. Alors peut-être pas à des deals à milliards comme Trump. Il y a un moment donné, les interlocuteurs ont quand même une ligne de conduite assez claire. Ça peut bouger, les curseurs peuvent bouger. Là, il n'y a aucune ligne de conduite claire. Un jour, c'est « ça y est, j'envoie la cavalerie ». Un autre jour, on va s'arrêter là. Un autre jour, c'est « on va négocier ». Mais rappelez-vous, en juin, c'était pareil. Les Iraniens avaient même envoyé leur réponse à ce qui semblait être un dernier round de négociation avec Trump. Et puis, la guerre a commencé, si vous vous rappelez. Il y a un moment donné, il faut un peu de rigueur et surtout une dose de confiance quand vous vous mettez autour d'une table pour négocier, même avec votre ennemi. Depuis plusieurs semaines, en effet, les puissances régionales s'activent pour éviter une intervention militaire de Donald Trump, synonyme d'escalade régionale. L'Arabie saoudite a assuré l'Iran de sa neutralité, ayant d'ailleurs refusé il y a 10 jours son espace aérien aux forces américaines. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré faire tout son possible pour apaiser les tensions. Mais tout porte donc à croire que Washington a cédé et n'évoquera à Oman, et dans le cadre de pourparlers directs avec les émissaires iraniens, que du programme nucléaire. Des pourparlers multilatéraux sur le programme des missiles et le soutien aux groupes armés et sur le droit de l'homme sont attendus dans un second temps. L'envoyé spécial de la Maison-Blanche, Steve Witkoff, a rencontré mardi en Israël Benjamin Netanyahou. L'objectif consistait à remettre à jour les derniers renseignements obtenus par les services israéliens sur l'Iran. L'État hébreu ne fait pas confiance à Téhéran et les Américains affirment ne pas être naïfs. L'ancien ministre français, Jean-Yves Le Drian, affirmait ce matin sur France Info que négocier avec les Iraniens exige une habileté extrême. Selon Baki Manesh, un tel exercice est en effet ardu. Téhéran s'est aussi montré rigide, maximaliste face aux menaces de Trump, mais selon lui, personne n'a intérêt à une guerre ouverte. Les Iraniens se sont montrés plutôt assez durs également, avec l'organisation qui a été annulée pour l'instant d'exercices militaires tout près de la flotte américaine dans le Golfe Persique. Le discours iranien était également très dur, il reste très dur. Le guide Khamenei a encore déclaré qu'en cas d'attaque américaine, là c'est même pas une question de représailles, mais de guerre régionale. L'Iran, aujourd'hui, dans le discours, adopte une posture maximaliste. Donc suit pas à pas le discours de Trump. Mais si on regarde maintenant les choses objectivement, parce que pour des questions de politique interne, parce que des élections bientôt, parce que des promesses électorales que Trump a tenues. Une guerre avec l'Iran peut être catastrophique pour Trump, pour son image et pour sa base MAGA aux États-Unis. Pour le régime iranien, il sera également catastrophique parce qu'on s'engagerait vers une guerre ouverte. Donc, si vous voulez, les deux côtés n'ont vraiment pas intérêt à engager une guerre. Selon le Wall Street Journal, le 2 février dernier, citant des responsables américains sous couvert d'anonymat, les États-Unis ne sont pas prêts à frapper l'Iran, ces forces n'étant pas encore en mesure de déployer davantage de défense aérienne au Moyen-Orient pour protéger ses troupes et ses alliés. Visiblement, l'équilibre de la terreur est la meilleure incitation à la diplomatie. Sébastien Lecornu va-t-il faire tomber des têtes avec la perspective des élections municipales? Un remaniement ministériel serait imminent, mais dans les esprits de chacun, c'est aussi la campagne présidentielle qui se profile. Renaud de Bourleuf. On va bientôt prendre les mêmes et recommencer. À l'approche des élections municipales, plusieurs ministres devraient quitter le gouvernement dans les prochains jours. Le ministre de la Culture, Rachida Dati, candidat à la mairie de Paris, l'a déjà affirmé sans donner de date précise. Aujourd'hui, je respecte toutes les règles déontologiques, il n'y a pas de sujet là-dessus, mais bien sûr que je quitterai le gouvernement.
C'est l'occasion d'un remaniement ministériel, même si le Premier ministre Sébastien Lecornu préfère parler d'ajustement gouvernemental. Il faut dire que les autres ministres qui devraient en effet suivre le mouvement sont passablement inconnus. Le ministre délégué chargé des Sports, Marina Ferrari, et le ministre délégué chargé de la Ruralité, Michel Fournier, sont candidats respectivement à Aix-les-Bains en Savoie et à Voivre dans les Vosges. Quant au ministre délégué chargé de l'autonomie et des personnes handicapées, Charlotte Parmentier-Lecocq, elle aurait annoncé au chef de gouvernement son départ en raison de la candidature au municipal de son député suppléant. Une victoire de ce dernier à Templeuve-en-Pevel, dans le Nord, l'obligerait à démissionner de l'Assemblée nationale, entraînant une législative partielle. La Macronie n'ayant déjà plus beaucoup de députés, mieux vaut ne pas prendre le risque d'en perdre encore un autre. Mais plusieurs questions se posent dans les couloirs de Matignon et des différents ministères. Ce remaniement pourrait-il être l'occasion pour Sébastien Lecornu de faire le ménage au sein de son gouvernement ? Mardi, le porte-parole Maud Bréjon a été interrogé sur ce réajustement et a répondu ignorer la date ainsi que la teneur. Mais elle a été invitée à donner son avis sur Gérald Darmanin. Gérald Darmanin est un très bon ministre de la Justice, qui a fait bouger les lignes, vous le savez, notamment sur la question des prisons, notamment sur la question du narcotrafic, sur les prisons de haute sécurité, on en a beaucoup parlé. Il a beaucoup fait parler, c'est le moins qu'on puisse dire, il a fait bouger les lignes, au moins dans les textes de loi. Mais l'un des enjeux reste celui de sa possible candidature à l'élection présidentielle de 2027. Une ambition dont il ne se cache plus. En revanche, mon travail d'acteur, d'abord, c'est pas de rajouter un candidat de plus juste parce que je me sens capable. Je me sens capable, mais je ne suis pas narcissique. En octobre, Sébastien Lecornu affirmait que le gouvernement devait être complètement déconnecté des ambitions présidentielles pour 2027. Reste à savoir si la présence de Gérald Darmanin place Vendôme est aujourd'hui compatible avec ce à quoi il pense quand il se rase. Si un tien vaut mieux que deux tu l'auras, l'intéressé s'interrogerait lui-même sur ce qui est préférable pour lui. Conserver un ministère régalien pour multiplier les effets d'annonce et le transformer en tremplin, ou partir pour mettre à distance la Macronie. Et l'on poursuit avec l'actualité en bref en France. Choisir, c'est renoncer. C'est visiblement ce que Vincent Bolloré va redécouvrir si, comme plusieurs médias spécialisés l'annoncent, Sonia Mabrouk quitte l'antenne de CNews. Après l'interview de la journaliste du socialiste Jérôme Guedj, lequel a inversé les rôles en interrogeant l'élève d'El-Kabbach sur le maintien à l'antenne de Jean-Marc Morandini, malgré ses condamnations définitives pour corruption de mineurs, Sonia Mabrouk avait dit sa gêne et son incompréhension. De quoi provoquer l'ire du directeur général Serge Nedjar, réputé très interventionniste, y compris sur la ligne éditoriale. La journaliste avait toutefois rapidement reçu le soutien de certains confrères comme Laurence Ferrari et Pascal Praud. Récemment, c'est Philippe Devilliers, chroniqueur de CNews, qui s'insurgeait contre la décision de la direction. Face à cette mutinerie, Serge Nedjar aurait donc interpellé vigoureusement Sonia Mabrouk dans les couloirs du média mercredi, provoquant alors le départ de la journaliste dont l'absence sur la tranche du midi a été remarquée, à l'instar de son entretien politique de ce jeudi matin. Reste à savoir quelle sera la stratégie de Vincent Bolloré dans cette tourmente. Laisser passer la tempête ou finalement remercier Jean-Marc Morandini et peut-être aussi son bras droit Serge Nedjar pour en profiter pour récupérer une partie des téléspectateurs de droite un peu lassés par certaines obsessions de la chaîne. Par ailleurs, le président de la commission d'enquête sur la neutralité du service public, Jérémy Patrier-Leitus, a annoncé vouloir convoquer Vincent Bolloré et évoquer le maintien de Morandini à l'antenne. Une possibilité permise parce que l'entreprise Vivendi du Breton est actionnaire à 20% de Banijay, la société de production de Nagui, qui travaille donc avec le service public. Les ultra-riches paient-ils vraiment si peu d'impôts ? C'est la question qu'a décidé de poser le député Elliott Charles de Courson par le biais d'une commission d'enquête grâce à son droit de tirage. L'initiative a été entérinée par les présidents de l'Assemblée nationale mardi dernier. Pour le député centriste de la Marne, il est temps d'avoir un état des lieux fidèle à la réalité. Dans un entretien accordé à Libération, l'ancien ministre socialiste de l'économie, Éric Lombard, avait affirmé que la direction des finances publiques avait constaté que parmi les plus fortunés du pays, des milliers présentaient un revenu fiscal de 0 €. En d'autres termes, ces ultra-riches ont trouvé des combines pour ne plus payer aucun impôt en France. Une situation multifactorielle en effet. Outre la surfiscalité du pays, la question du consentement à l'impôt face à la gabegie d'État se pose de plus en plus. Par ailleurs, dans une nation en proie aux fractures, la solidarité n'est plus une donnée importante pour une grande partie des Français. Une future commission d'enquête qui ne devrait donc pas manquer de saveur. Les personnes âgées, grandes oubliées de nos pouvoirs publics. Ce jeudi, la Drees a sonné l'alarme dans un rapport. Alors que la population vieillit, il y aura bientôt plus de place dans les EHPAD. Selon les prévisions, d'ici 25 ans, il faudrait créer
365 000 places supplémentaires et embaucher 150 000 personnes dans les maisons de retraite et le secteur de l'aide à domicile. Un problème évoqué depuis plusieurs années. Selon l'association des directeurs au service des personnes âgées, les rapports se suivent depuis la canicule de l'été 2003, mais les promesses ne sont que peu tenues. Ainsi, sur les 50 000 embauches dans le secteur du grand âge promises par Emmanuel Macron en 2022, moins de la moitié est effective. À présent, l'actualité internationale. Ryan Roos, 59 ans, écope de la prison à perpétuité pour avoir tenté d'assassiner Donald Trump. Le 15 septembre 2024, armé d'un fusil semi-automatique, il s'était embusqué sur le golf du candidat républicain en Floride. Les agents du Secret Service l'avaient neutralisé avant qu'il ne puisse tirer. C'était la deuxième tentative visant Donald Trump après celle plus spectaculaire du 13 juillet 2024 lors d'un meeting en Pennsylvanie. Ryan Roos avait déjà été condamné en septembre 2025 pour tentative d'assassinat d'un candidat présidentiel. Il avait plaidé non coupable et s'était défendu seul. La juge Aileen Cannon a prononcé la peine maximale. Il reste un danger permanent. Ryan Roos finira ses jours en prison, à défaut d'avoir changé le cours de l'histoire. Donald Trump ressuscite l'accord commercial avec l'Afrique in extremis. En effet, pendant 4 mois, une trentaine de pays africains ont perdu tout accès préférentiel au marché américain, véritable blackout commercial. L'African Growth and Opportunity Act, qui permettait d'exporter sans droit de douane vêtements, textiles et pièces auto, était expiré depuis septembre 2025. Le 3 février, Donald Trump a signé 1 an de prolongation rétroactive jusqu'au 31 décembre 2026. Soulagement immédiat pour les exportateurs africains, mais avec un message clair, désormais Washington exige plus d'ouverture des marchés africains, sous peine de tout renégocier durement dès l'année prochaine. Obscénité et mensonges sur le service public. Mercredi soir, Léa Salamé exultait à quelques minutes de la diffusion de son entretien avec le président ukrainien sans mandat Volodymyr Zelensky. L'animatrice de Quelle époque était vraisemblablement très fière d'obtenir un scoop. Et puis pour la première fois, il va nous donner le chiffre des morts ukrainiens depuis le début de cette guerre, il y a 4 ans. Compter les morts, une passion pour les télévisions et qu'importe la véracité des informations diffusées. En réalité, la comptabilité des victimes de la guerre en Ukraine est un véritable enjeu de communication pour Kiev, qui souhaite conserver le soutien d'une population épuisée par le conflit, en passe de franchir le cap de la 5e année. Par ailleurs, l'Ukraine a tout intérêt à minimiser les morts au front dans la mesure où chaque soldat tombé sur le théâtre de guerre est synonyme de pension de guerre à verser aux familles, des sommes pharaoniques que l'Ukraine n'a pas les moyens de payer. Un mois après le drame de Crans-Montana, les propriétaires du Constellation tentent d'apaiser les tensions. Mercredi, Jacques et Jessica Moretti ont adressé une lettre à leurs employés pour exprimer leur compassion et leur solidarité. Au cours des dernières semaines, les accusations ont été réciproques. D'un côté, les salariés affirmaient que les propriétaires négligeaient les questions de sécurité. D'un autre côté, ces derniers accusaient leurs employés de connaître les consignes et de ne pas les avoir appliquées. Une autre négligence n'est toujours pas mise sur la table, celle des autorités locales du Valais, qui n'ont plus procédé à leur contrôle annuel depuis 2019. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Dès à présent retrouvés immédiats, Jean-Yves Le Gallou et Floriane Janin évoquent les dernières révélations de l'affaire Epstein et le passage de Léa Salamé devant la commission parlementaire sur l'audiovisuel public. Demain, vendredi, dès 7h, découvrez un nouveau Zoom avec Olivier Zarouati. Il présente son roman sur l'euthanasie. C'est une forme de loi naturelle, l'interdiction du meurtre qui dépasse très très largement les frontières du monde judéo-chrétien. Toutes les civilisations évoluées s'accordent sur cette interdiction du meurtre. Mais évidemment, c'est pas si simple. C'est pas si simple parce que cette interdiction, elle connaît beaucoup d'exceptions. Beaucoup d'exceptions tout à fait acceptées de tous. Il y a la légitime défense, dans laquelle on peut la défense est licite. Il y a la guerre. Quand on est en situation quand l'ennemi est aux frontières, on a le devoir de prendre les armes et ça n'aurait pas de sens si on n'avait pas le droit de s'en servir. Donc c'est une loi impérative, mais truffée d'exceptions. Et une société qui évolue a le droit de se poser régulièrement la question des exceptions, de nouvelles exceptions qu'il faudrait tolérer, qu'il faudrait accepter, parce que tout simplement la société n'est pas figée. Et la question de l'exception, de nouvelles exceptions, elle est légitime, on peut se la poser. Et voilà, c'est déjà la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. Rendez-vous demain, même lieu, même heure. En attendant, portez-vous bien. Bonsoir.